150 000 $. C'était le prix exact qui avait été fixé pour la vie de mon fils de 7 ans. C'était le coût de la greffe expérimentale de cellules souches qui pourrait guérir sa leucémie aiguë. Je me tenais dans le salon impeccable et immaculé de mes parents, portant toujours mon lourd pantalon de travail en toile, taché par la graisse des systèmes de climatisation, serrant le dossier médical de Bennett comme si c'était une bouée de sauvetage. Mes mains tremblaient. J'avais exposé les chiffres, les notes du médecin, le calendrier, absolument tout. Et mon père, Douglas, un directeur d'agence bancaire à la retraite qui traitait chaque interaction humaine comme une demande de prêt, m'a regardé droit dans les yeux et a rendu son verdict. Marshall, tu dois comprendre que nous ne pouvons pas jeter notre argent durement gagné dans un pari médical, sans aucune garantie. Tu dois être réaliste à ce sujet. Réaliste. Le mot m'a frappé comme un coup de poing en pleine poitrine. Mon fils était en train de mourir. Il était allongé dans un lit d'hôpital, avec des tubes serpentant hors de son petit corps frêle, sa peau translucide, luttant pour chaque bouffée d'air. Et mon père me disait d'être réaliste. Ma mère, Valérie, était assise sur le canapé en cuir moelleux à côté de lui, soufflant délicatement sur une tasse de thé Earl Grey. C'était une ancienne courtière en immobilier qui s'habillait encore comme si elle était sur le point de conclure une affaire d'1 million de $. Elle m'a lancé un regard qui se voulait compatissant, mais qui semblait simplement las, comme si j'étais un vendeur qui s'était attardé trop longtemps. « Chérie, nous comprenons que tu sois bouleversée, dit-elle, sa voix parfaitement modulée. Mais nous sommes à la retraite maintenant. Nous devons protéger notre bas de laine. Nous ne pouvons pas simplement liquider nos actifs parce que tu es dans une situation difficile. As-tu envisagé un financement médical? Il existe de nombreux prêts à taux d'intérêt élevés pour les gens dans ta situation. Je les ai dévisagés. J'avais 34 ans. Je travaillais 14 heures par jour à transporter des compresseurs, à réparer des unités de climatisation industrielle sur des toits brûlants, et je peinais à joindre les deux bouts pour subvenir aux besoins de mon garçon. Je n'avais pas de bas de laine. J'avais un compte courant à découvert, et une cote de crédit détruite par des années de dette médicale. Une situation difficile. C'est ainsi qu'elle qualifiait la maladie en phase terminale de son petit-fils. Une situation difficile. Je ne demande pas l'aumône, ai-je supplié, le désespoir me griffant la gorge. Je demande un prêt. Je signerai tout ce que vous voudrez. Je travaillerai jusqu'à la fin de ma vie pour vous rembourser jusqu'au dernier centime. S'il vous plaît. Les médecins disent que si nous ne le faisons pas d'ici 1 mois, ses organes commenceront à lâcher. C'est votre petit-fils. Mon père a ajusté ses lunettes coûteuses. Nous t'avons déjà assez aidé au fil des ans, Marshall. Nous avons payé ses visites aux urgences lors de son premier diagnostic. Nous ne pouvons pas vider nos comptes. Tu as choisi cette vie d'ouvrier au lieu de terminer un vrai diplôme. Tu dois assumer la responsabilité de tes limites financières. Je voulais hurler. Je voulais mettre en pièces leur maison parfaite et stérile. Mais l'épuisement m'a cloué au sol. Les visites aux urgences dont il parlait avaient eu lieu il y a 4 ans. Et il s'était plaint du coup à chaque Thanksgiving depuis. Il ne me voyait pas comme un père terrifié à l'idée de perdre son unique enfant, mais comme un passif, un mauvais investissement. J'ai lentement refermé le dossier médical. Le papier glacé et épais semblait lourd dans mes mains calleuses. J'ai regardé les 2 personnes qui m'avaient mis au monde. Réalisant à ce moment précis qu'ils préféreraient voir mon fils être enterré plutôt que de risquer leur confort financier, j'ai tourné les talons et je suis sorti. J'ai reconduit jusqu'à mon appartement exigu dans un silence complet. La transmission de mon vieux camion gémissait, un rappel constant de la précarité dans laquelle nous vivions. Quand j'ai franchi la porte, l'appartement était complètement silencieux, à l'exception du sifflement mécanique et rythmé du concentrateur d'oxygène de secours de Bennett dans le coin du salon. Il dormait sur le canapé, épuisé par la dernière série de chimiothérapies infructueuses. Il avait l'air si petit, si fragile. Je me suis agenouillé à côté de lui et j'ai posé mon front contre le bord du coussin. Je me sentais comme le plus grand raté que la Terre ait jamais porté. J'étais censé le protéger. J'étais censé arranger les choses. Je pouvais réparer un refroidisseur commercial de 10 tonnes les yeux fermés. Mais je ne pouvais pas réparer le sang de mon propre fils. Et les personnes qui avaient le pouvoir de le sauver refusaient tout simplement d'ouvrir leur chéquier. Je suis resté au sol pendant des heures, à l'écouter respirer, essayant de trouver un moyen de vendre mon camion, mes outils,
mon âme, n'importe quoi pour obtenir cet argent. Je pensais que leur refus était le point le plus bas. Je pensais que leur froideur n'était que le reflet de ce qu'ils étaient, poussés par une peur névrotique de perdre leur argent de retraite. Mais je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver. Je pensais que leur cruauté s'arrêtait à l'égoïsme. J'avais tort. Je ne savais pas que seulement 3 jours plus tard, ils me convoqueraient à un dîner de famille, et que je comprendrais enfin quelle blague tordue et malsaine était ma place dans cette famille. L'odeur d'un rôti de bœuf de premier choix et coûteux flottait dans l'air de la salle à manger de mes parents. Je n'avais pas voulu venir. J'étais épuisé, fonctionnant avec 2 heures de sommeil et entièrement consumé par le cauchemar de la santé déclinante de Bennett. Mais ma mère avait insisté, affirmant que c'était une réunion de famille obligatoire, et qu'ils avaient des nouvelles importantes. Une petite partie désespérée de moi se demandait s'il n'avait pas changé d'avis. Peut-être que mon père avait parlé à son conseiller financier et trouvé un moyen de m'accorder le prêt. Je me suis assis au bord de la table en acajou, les mains jointes, me forçant à être présent. En face de moi était assis mon jeune frère, Preston. Il avait 30 ans. C'était l'enfant prodige. Preston était directeur régional des ventes pour une société de logiciels, un titre qu'il s'assurait de mentionner dans chaque conversation. Il portait un costume sur mesure qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, son sourire éclatant et arrogant. Preston avait toujours été le centre de l'univers de nos parents. Tout ce que Preston voulait, Preston l'obtenait. Pendant que je rampais dans des vides sanitaires infestés de rats pour réparer des conduits, Preston invitait des clients à des dîners de steak à $300. Au milieu du repas, Preston se leva. Il prit son verre de vin en cristal et le tapota avec une cuillère en argent. Le tintement aigu et vif résonna dans la pièce. Tout le monde se tut. Eh bien, commença-t-il, affichant ce sourire à $1 million. Je voulais réunir tout le monde ce soir parce que j'ai une nouvelle énorme. Comme vous le savez tous, je cherchais à améliorer ma situation de logement pour mieux refléter ma position dans l'entreprise. Je suis fier d'annoncer que cet après-midi, j'ai officiellement conclu l'achat d'une villa d'1,2 million dans le domaine d'Oak Ridge. Mes parents rayonnaient. Ma mère a même frappé dans ses mains comme une écolière surexcitée. Oh, Preston, c'est absolument merveilleux. Nous sommes si fiers de toi. Mon père se leva, tenant son propre verre de vin rouge coûteux. Il s'approcha de Preston et posa une main lourde sur son épaule. Fils, ta mère et moi ne pourrions pas être plus heureux. L'image d'un directeur des ventes ne peut être prise à la légère. Tu as besoin d'une maison qui montre à tes clients que tu es un gagnant. Et pour s'assurer que tu commences ce nouveau chapitre sur des bases solides, ta mère et moi avons décidé de te faire don de $600 000 en espèces pour rembourser immédiatement la moitié de la maison. Les mots restèrent suspendus dans l'air. $600 000. Donnés en espèces. J'ai arrêté de respirer. La fourchette dans ma main me parut soudain incroyablement lourde. Je serrai le manche si fort que mes jointures devinrent complètement blanches, le métal s'enfonçant dans ma peau. Je fixai mon père, le même homme qui, 72 heures plus tôt, m'avait dit qu'il ne pouvait pas risquer sa retraite pour sauver son petit-fils mourant. Le même homme qui m'avait dit d'être réaliste en demandant $150 000 pour une procédure médicale. Mon esprit revit instantanément toute une vie de ces moments, un musée de la douleur et du favoritisme flagrant. Je me souviens, à 19 ans, je travaillais de nuit dans un entrepôt pour payer mon école de CVC parce qu'ils disaient ne pas pouvoir m'aider avec les frais de scolarité. Le mois suivant, ils ont acheté à Preston une voiture de sport flambant neuve pour son admission dans une université d'état médiocre. Je me souviens quand Preston a accidenté cette même voiture en état d'ébriété, et mon père m'a forcé à passer tout mon week-end à remplacer le radiateur et à redresser la tôle gratuitement, me disant que c'était mon devoir de frère. J'ai levé les yeux vers le mur derrière la table à manger. Le grand portrait de famille était accroché dans un cadre doré. Mes parents et Preston se tenaient au centre, souriant vivement. J'étais relégué tout à gauche, flou, ressemblant à un employé de maison qui s'était accidentellement retrouvé sur la photo. Félicitations, mec, ai-je réussi à dire, les mots ayant un goût de cendre dans ma bouche. C'est un sacré cadeau. Preston rit, ajustant sa cravate coûteuse. Ouais, eh bien, le travail acharné paie, n'est-ce pas, Marshall? Tu sais ce que c'est. Il faut s'habiller pour le poste que l'on convoite. Vivre dans le quartier que l'on veut. Tout est une question d'image.
J'ai regardé ma mère. Elle a croisé mon regard une fraction de seconde avant de détourner rapidement les yeux, soudainement très intéressée par la découpe de sa viande. Il savait. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il regardait le père d'un enfant mourant et célébrait le fait de jeter plus d'un demi-million de dollars dans un projet de vanité en briques et en mortier. Je me suis levé. Ma chaise a raclé bruyamment contre le parquet. Je n'ai pas dit un mot de plus. J'ai tourné les talons et je suis sorti directement par la porte d'entrée, laissant mon repas à moitié mangé sur la table. Le trajet de retour à l'hôpital cette nuit-là fut un brouillard. Ma poitrine était serrée, un œuf froid et dur se formant là où mon cœur se trouvait autrefois. 150 000 dollars pour sauver une vie, c'était un pari. 600 000 dollars pour acheter une villa, c'était un investissement. J'ai serré le volant jusqu'à ce que mes mains deviennent engourdies. Mais le pire n'était pas le dîner. Le pire, c'était de savoir ce qui m'attendait à l'hôpital 2 semaines plus tard, quand le temps serait finalement écoulé. Les 14 jours suivants furent une descente dans une folie pure et sans mélange. J'ai complètement arrêté de dormir. Je suis devenu un fantôme hantant ma propre vie. J'ai vendu mon camion de travail fiable à un concessionnaire de voitures d'occasion pour une fraction de sa valeur et j'ai acheté une berline cabossée et rouillée juste pour me déplacer. J'ai vendu mon compresseur de secours, mes outils électriques haut de gamme, tout ce que j'avais passé 10 ans à acquérir. Je suis entré dans des bureaux de prêt sur salaire qui sentaient le tabac froid et le désespoir, engageant ma vie à des taux d'intérêt prédateurs qui garantissaient que je les rembourserais jusqu'à ma mort. J'ai appelé tout le monde. Amis, parents éloignés, des gars avec qui je jouais au football au lycée. La plupart des gens me regardaient avec une profonde pitié, offrant ce qu'ils pouvaient. 20 dollars par-ci, 50 dollars par-là. Oncle Warren, le frère cadet de mon père et le mouton noir désigné de la famille qui tenait un modeste atelier de menuiserie, m'a envoyé un chèque de 5 000 dollars. La note jointe disait simplement « Je suis tellement désolé, gamin. » C'est tout ce que j'ai. J'ai pleuré en ouvrant cette enveloppe. Mais même avec l'argent de l'oncle Warren, ma braderie, et en maximisant 3 cartes de crédit, je n'ai réussi à rassembler que 22 000 dollars. C'était un océan loin des 150 000 dont nous avions besoin. Puis les appels des sbires ont commencé. Tante Belinda, la sœur aînée de ma mère et gardienne autoproclamée de la moralité familiale, m'a appelé alors que j'étais assis à la cafétéria de l'hôpital, fixant une tasse de café froid. Marshall, commença-t-elle, sa voix dégoulinant de cette fausse préoccupation toxique. Ta mère me dit que tu as quitté le dîner de famille sans dire au revoir. Tu les stresses vraiment. Tu sais, ils sont sous beaucoup de pression en ce moment avec la nouvelle maison de Preston. Ils doivent gérer les architectes d'intérieur et les formalités. Tu ne devrais vraiment pas les déranger avec tes problèmes d'argent en ce moment. Je lui ai raccroché au nez. J'ai littéralement éloigné le téléphone de mon oreille et mis fin à l'appel. 2 jours plus tard, le désespoir m'a poussé à essayer une dernière fois. J'ai appelé ma mère. Je me tenais dans le couloir de l'hôpital, regardant les infirmières passer en courant, et j'ai pressé le téléphone contre mon oreille, priant pour un miracle. Maman, ai-je dit, ma voix se brisant. Bennett a passé une mauvaise nuit. Il toussait du sang. S'il te plaît, j'ai 22 000 dollars. J'ai juste besoin du reste. Vous avez l'argent. Je sais que vous l'avez. Vous venez de donner 600 000 dollars à Preston. S'il te plaît, maman. Il va mourir. Il y eut une pause sur la ligne. J'ai entendu un bruissement de papier en arrière-plan. Marshall, ne sois pas dramatique, soupira-t-elle. Je suis assise ici à regarder les factures pour le salon de Preston. Sais-tu que les tapis persans importés qu'il veut viennent d'augmenter de prix? Ils coûtent 10 000 dollars de plus que ce que nous avions budgétisé. 10 000. C'est un cauchemar d'essayer de coordonner tout ça. Nous sommes vraiment trop à court en ce moment. Nous ne pouvons pas t'aider. Nous devons tracer une ligne quelque part. Elle a tracé la ligne au tapis persan. Mon fils crachait du sang et elle s'inquiétait des revêtements de sol d'une villa. Je n'ai pas dit au revoir. J'ai juste laissé le téléphone tomber de mon visage et glisser dans ma poche. Je suis retourné dans la chambre de Bennett juste au moment où le docteur Iris vérifiait son dossier. Le médecin m'a regardé, et je n'ai même pas eu besoin qu'il parle. Je l'ai vu dans ses yeux, le regard las et lourd d'un homme qui avait mené cette guerre trop de fois et avait perdu. Je suis désolé, Marshall,
dit doucement le docteur Aéris en fermant le porte-bloc en métal. Nous avons manqué la fenêtre. Son taux de globules blancs a trop chuté. Ses organes montrent des signes de stress sévère. Même si vous m'apportiez un chèque d'1 million de dollars maintenant, son corps ne pourrait pas supporter la greffe. Cela le tuerait plus vite. Les murs de la pièce semblaient se courber vers l'intérieur. Les lumières fluorescentes bourdonnaient fort dans mes oreilles. Alors, qu'est-ce qu'on fait, ai-je murmuré, ma voix sonnant comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Nous passons aux soins palliatifs, répondit-il doucement. Nous le maintenons confortable. Nous gérons la douleur. Nous vous donnons du temps avec lui. Du temps. Le temps était la seule chose que je ne pouvais ni acheter, ni emprunter, ni voler. Je me suis approché du lit et j'ai pris la petite main fragile de Bennett dans la mienne. On aurait dit un petit oiseau fait de verre. J'ai embrassé ses jointures. Je lui ai promis que je ne le quitterais jamais. La fenêtre était fermée. Le combat pour la guérison était terminé. Maintenant, il ne restait plus que l'attente. Mais ma famille n'attendait pas la mort. Ils se préparaient pour une célébration. Pendant que la vie de mon fils s'échappait dans une chambre d'hôpital stérile, mes parents et mon frère étaient occupés à planifier la pendaison de crémaillère la plus extravagante que le quartier ait jamais vue. Le temps pour Bennett était compté, mais pour eux, la fête ne faisait que commencer. Le passage aux soins palliatifs a changé l'atmosphère dans la chambre d'hôpital. L'énergie frénétique des médecins entrant et sortant. Les prises de sang constantes. Les ajustements désespérés de médicaments. Tout cela s'est arrêté. Cela a été remplacé par un silence lourd et étouffant. Les machines bipaient toujours, mais leur rythme était plus lent. Un compte à rebours égrenant les derniers jours de la vie de mon fils. Bennett était de moins en moins éveillé. Quand il l'était, ses yeux semblaient troubles, lourdement médicamentés pour gérer la douleur profonde qui accompagnait son corps défaillant. Je suis resté assis à côté de lui sur une chaise en plastique dure pendant 72 heures d'affilée. J'ai refusé de partir, mangeant aux distributeurs automatiques, me lavant le visage dans le petit lavabo de la salle de bain. Mardi après-midi, Bennett a ouvert les yeux et a regardé autour de la pièce. Sa voix était à peine un murmure, sèche et faible. « Papa. »« Je suis là, mon grand. »« Juste ici, » ai-je dit, me penchant près de lui pour qu'il n'ait pas à forcer. « Où sont mamie et papy ?» demanda-t-il. « Et oncle Preston ? Pourquoi ne viennent-ils plus me voir ?» Ma gorge s'est nouée. C'était comme avaler du verre brisé. J'ai caressé ses cheveux, qui repoussaient en touffes douces et fines. « Ils sont très occupés en ce moment, Bennett, mais ils t'aiment très fort, » ai-je menti. J'ai menti à mon fils mourant pour le protéger de la vérité angoissante que sa famille ne se souciait tout simplement pas assez pour se montrer. Mais le lendemain, ils se sont effectivement montrés. Mes parents sont entrés dans la chambre d'hôpital à 14 heures. Douglas portait sa tenue de golf, un polo pastel et un pantalon bien repassé. Valérie est entrée avec un sac à main de créateur et une tasse en carton de café hors de prix. Ils se sont tenus au pied du lit, gardant une distance notable, comme si la maladie en phase terminale était quelque chose qu'ils pouvaient attraper s'ils s'approchaient trop. Il a l'air très fatigué, a observé ma mère. Sa voix était feutrée, dépourvue de toute chaleur réelle. Elle n'a pas tendu la main pour le toucher. Elle ne lui a pas embrassé le front. Il est sous morphine, ai-je dit, les fixant, me demandant comment deux personnes pouvaient être si totalement dénuées d'empathie. Eh bien, nous voulions juste passer voir comment ça allait, a dit mon père, changeant de pied inconfortablement. Il a vérifié la Rolex en or à son poignet gauche. En fait, Marshall, nous ne pouvons pas rester longtemps. Nous avons une réunion avec l'architecte paysagiste chez Preston dans 45 minutes. Il plante des chênes matures dans le jardin de devant et nous devons nous assurer que l'emplacement est parfait. Je l'ai juste regardé fixement. Je ne pouvais littéralement pas formuler de mots. Oh, en parlant de la maison, intervint ma mère, fouillant dans son énorme sac à main en cuir. Elle en a sorti une liasse de rectangles de carton brillant. Marshall, tu as bon œil pour ces choses avec ton travail dans le bâtiment. Preston hésite pour les murs du salon. Devrions-nous opter pour le reflet champagne ou le beige classique? Le beige semble un peu prudent, mais le champagne pourrait jurer avec ces tapis coûteux pour lesquels nous avons dû payer un supplément. Elle a tendu les échantillons de peinture vers moi.
J'ai regardé les bandes de carton colorées dans sa main parfaitement manucurée, puis le visage pâle et sans vie de mon fils respirant à travers un masque à oxygène. L'absurdité pure et sans mélange de ce moment a brisé quelque chose de fondamental dans mon cerveau. Elle me demandait de choisir des couleurs de peinture pour la villa qu'ils avaient achetée à mon frère, alors qu'il se tenait à côté du lit de mort du petit-fils qu'ils avaient refusé de sauver. « Range ça, Valérie », a lâché mon père, remarquant l'immobilité terrifiante de ma posture. Il a de nouveau vérifié sa montre. Nous devons prendre la route. La circulation sur l'autoroute va être terrible. Ils se sont tournés pour partir. Ma mère a finalement tendu la main et m'a rapidement tapoté l'épaule, faisant attention de ne pas froisser son chemisier en soie. « Reste fort, Marshall. Fais-nous savoir si quelque chose change. » Je les ai regardés s'éloigner par la porte. J'ai écouté leurs pas résonner dans le couloir, s'estompant, remplacé par le sifflement rythmé de la machine à oxygène. À cet instant précis, le chagrin écrasant qui me paralysait depuis des semaines a commencé à se cristalliser. Il s'est durci. Il s'est gelé en quelque chose de tranchant, de froid et de lourd. La tristesse avait disparu. Ce qui l'a remplacé était une clarté profonde et glaçante. Ils n'étaient pas seulement égoïstes. Ils étaient monstrueusement vains. Je me suis rassis sur ma chaise et j'ai regardé Bennett. Je savais ce qui allait arriver. Je savais qu'il ne passerait pas la semaine. Mais en tenant sa petite main, j'ai réalisé que j'avais cessé d'espérer un miracle pour lui et que j'avais commencé à espérer quelque chose de complètement différent. Je voulais qu'il paie, pas avec des excuses, pas avec des regrets. Je voulais réduire leur monde confortable et parfait en miettes. Mais je savais que je ne pouvais encore rien faire, car l'insulte finale et impardonnable n'était qu'à quelques heures, m'attendant lorsque le son continu de la ligne plate retentirait enfin. Bennett est mort à 3h14 du matin, un jeudi. Il n'y a pas eu de râle dramatique, pas de dernière parole de sagesse. L'espace entre ses respirations est devenu de plus en plus long jusqu'à ce qu'il n'en prenne plus une autre. Les moniteurs dans la pièce, qui suivaient son lent déclin depuis des jours, ont émis un son aigu, continu et strident, une ligne plate. Le son a transpercé mon crâne et s'est ancré dans mon âme. Je le tenais contre ma poitrine, sentant le moment exact où la chaleur a commencé à quitter son petit corps. L'infirmière de nuit, une jeune femme nommée Sarah, qui avait été avec nous pendant le pire, est entrée en courant. Elle a vérifié son pouls, a éteint les moniteurs hurlants, puis elle est restée là, au pied du lit, des larmes coulant sur son visage. Elle a pleuré plus en ce seul instant que mes parents n'avaient pleuré pendant toute l'épreuve de 4 ans. Je n'ai pas pleuré. Je n'avais plus de larmes. J'étais complètement vide, une coquille creuse d'homme tenant la chose la plus précieuse que j'ai jamais connue, maintenant parti pour toujours. Je suis resté avec lui pendant 2 heures jusqu'à ce qu'ils doivent l'emmener. Quand la chambre a finalement été vide, dépouillée de l'équipement médical et de la vie qu'il occupait autrefois, j'ai sorti mon téléphone de ma poche. Mes doigts semblaient raides, comme s'ils appartenaient à un cadavre. J'ai composé le numéro de téléphone fixe de mes parents. Il était presque 6 heures du matin. Ma mère a répondu au 4e coup de sonnerie, sa voix ensommeillée et agacée. « Allô, savez-vous quelle heure il est ?» Bennett est parti, ai-je dit. Les mots sont sortis de ma bouche, plats et lourds, dépourvus de toute inflexion. Il est mort il y a 1 heure. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. J'ai entendu une brusque inspiration. Oh non, a dit ma mère, mais cela ne sonnait pas comme un chagrin d'amour. Cela sonnait comme un inconvénient. Oh, Marshall, c'est un timing terrible. J'ai fermé les yeux. Un timing terrible. Le lustre en cristal sur mesure est livré à la maison de Preston aujourd'hui, a-t-elle poursuivi, sa voix s'accélérant, teintée d'une anxiété sincère. Il est expédié directement d'Italie. Ton père et moi devons être là pour superviser l'installation. Nous ne pouvons pas quitter les entrepreneurs des yeux une seconde. Et s'ils égratignent le boîtier en laiton? Nous ne pourrons pas venir à l'hôpital aujourd'hui. Nous viendrons demain. D'accord? Occupe-toi des papiers pour l'instant. Elle parlait d'un luminaire. Le corps de son petit-fils était en train d'être transporté à la morgue de l'hôpital et elle s'inquiétait du boîtier en laiton du lustre de mon frère. Bien sûr, maman, ai-je murmuré. Ne t'inquiète pas pour le lustre. Je m'occupe de tout ici. J'ai raccroché le téléphone. Je ne l'ai pas jeté contre le mur. Je n'ai pas crié.
Je suis juste resté au milieu de cette pièce silencieuse et stérile et j'ai respiré l'odeur d'eau de javel et d'alcool à friction. La froideur qui avait commencé à se former dans ma poitrine le jour où ils avaient apporté les échantillons de peinture s'est complètement solidifiée. Toute parcelle de loyauté restante, tout espoir désespéré d'enfant que mes parents m'aiment un jour comme ils aimaient Preston s'est évaporé. C'était mort. Tout comme mon fils. Je suis sorti de l'hôpital et je me suis occupé seul des formalités. Je suis allé seul aux pompes funèbres. J'ai choisi le cercueil en pin le moins cher qu'ils avaient parce que j'avais littéralement $40 sur mon compte en banque. J'ai payé la compte minimum en utilisant les $5000 que l'oncle Warren m'avait envoyés, ce qui ne me laissait presque rien pour survivre. J'ai organisé une petite cérémonie pour le vendredi suivant. C'était le mieux que je pouvais faire. Je voulais l'enterrer avec dignité. Même s'il n'y avait pas d'argent pour les fleurs ou un traiteur chic, je voulais juste que mon garçon repose en paix. Je suis retourné à mon appartement vide. J'ai emballé ses vêtements, ses jouets, ses livres de dinosaures, les mettant dans des boîtes en carton. Chaque objet semblait peser 1000 livres. Je fonctionnais à l'adrénaline pure et à la routine mécanique. Le chagrin était là, tapi dans l'ombre, attendant de me déchirer. Mais je l'ai refoulé. Je devais passer les funérailles. Je pensais avoir atteint la limite absolue de l'égoïsme humain. Je pensais que ma mère privilégiant un lustre en cristal à son petit-fils mort était le fond du baril, mais je les avais sous-estimés. J'avais sous-estimé à quel point leur priorité était devenue grotesque. Car le soir suivant, mon téléphone a sonné. C'était Preston, et ce qu'il m'a demandé de faire allait cimenter ma haine pour eux pour le reste de ma vie. J'ai répondu au téléphone sans regarder l'identifiant de l'appelant. Et, Marshall. La voix douce et trop confiante de Preston a flotté à travers le haut-parleur. Écoute, maman m'a parlé de Bennett. Coup dur, mec. Je suis vraiment désolé. Coup dur. Comme si je venais de rater un putt sur le terrain de golf. Ouais, ai-je marmonné. Merci. Alors, voilà le truc, a-t-il poursuivi, son-on passant immédiatement aux affaires. Maman a mentionné que tu avais programmé les funérailles pour ce vendredi matin. Ça va être un énorme problème pour moi. J'ai arrêté de scotcher une boîte des affaires de Bennett. Un problème? Ouais, vendredi, c'est ma méga pendaison de crémaillère. J'ai 100 invités VIP qui viennent, des clients, le vice-président de ma boîte, des politiciens locaux. C'est un énorme événement de réseautage. Les traiteurs s'installent toute la matinée et nous avons la société de voituriers qui arrive à midi. Je ne peux pas être à des funérailles le matin et ensuite enchaîner pour animer la plus grande fête de l'année. L'ambiance sera totalement ruinée. Peux-tu simplement repousser les funérailles à la semaine prochaine? J'ai fixé le mur blanc de mon appartement. Mon frère, l'enfant prodige, me demandait de laisser le corps de mon fils dans un congélateur pendant une semaine supplémentaire pour que sa fête de réseautage n'ait pas une mauvaise ambiance. Non, ai-je dit, ma voix était étrangement calme. Les funérailles sont vendredi à 10h du matin. Allez, Marshall. Ne sois pas difficile. J'ai des centaines de milliers de dollars qui dépendent des relations que je vais nouer à cette fête. Maman et papa ont déjà payé les traiteurs. Change juste la date. Les funérailles sont vendredi, ai-je répété, et j'ai mis fin à l'appel. Vendredi matin, il faisait froid et il pleuvait. Le ciel était d'un gris meurtri et misérable. Exactement 20 personnes se sont présentées au cimetière. Quelques infirmières de l'hôpital, certains de mes anciens copains de l'entreprise de CVC, et l'oncle Warren. Warren s'est tenu à côté de moi tout le temps, tenant un parapluie au-dessus de ma tête, sa main lourde agrippant mon épaule. Mes parents et Preston ne sont pas arrivés à 10h. Le prêtre a dû commencer le service sans eux. Ils sont arrivés avec 30 minutes de retard, marchant sur l'herbe mouillée juste au moment où le cercueil était descendu dans la terre. Mon père portait un smoking élégant. Ma mère était dans une robe de soirée scintillante, enveloppée dans un manteau de fourrure coûteux. Preston portait une veste de dîner en velours. Ils étaient habillés pour un gala mondain, debout au-dessus d'une tombe boueuse. Ils se tenaient à l'arrière du petit groupe. Dès que le prêtre a dit l'amen final, ils se sont approchés de moi. Nous sommes tellement désolés, Marshall, a dit ma mère, regardant nerveusement ses talons de créateur s'enfoncer dans la boue humide. C'était une belle cérémonie, mais nous devons vraiment y aller. Les traiteurs ont appelé.
Il y a un problème avec le stand de caviar chez Preston, et nous devons aller régler ça avant que les invités n'arrivent. Mon père m'a tapoté le bras, laissant une tache humide sur mon costume bon marché. Garde la tête haute, fiston. On t'appellera la semaine prochaine. Ils ont tourné les talons et sont partis, se hâtant vers leur voiture de luxe pour aller boire du champagne et célébrer leur villa à 600 000 $, me laissant seul sous la pluie, regardant la terre être pelletée sur le cercueil de mon fils. Je n'ai pas bougé pendant un long moment. Même après que l'oncle Warren m'ait gentiment dit qu'il devait retourner à son atelier, je suis resté là. J'ai laissé la pluie tremper mes vêtements. J'ai sorti de ma poche un petit carnet étanche que j'utilisais pour les mesures de chantier. Avec un gros crayon de charpentier, j'ai commencé à écrire. J'ai écrit 150 000 $. Le prix de la vie de Bennett. J'ai écrit 600 000 $. Le don en espèces pour la villa. J'ai écrit 10 000 $. Les tapis persans. J'ai écrit la date, l'heure, les mots exacts qu'il m'avait dit au cours du dernier mois. J'ai fermé le carnet et les remis dans ma poche. J'ai regardé le monticule de terre fraîche. J'ai fait une promesse silencieuse au garçon enterré en dessous. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas pleurer. J'allais disparaître. J'allais me transformer en quelque chose qu'il ne pourrait jamais ignorer. Et j'allais attendre. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudrait. 10 ans, 20 ans. J'attendrai qu'il soit vulnérable. Jusqu'à ce qu'il se tienne exactement là où je me tenais maintenant, désespéré, impuissant, et suppliant ma pitié. Et quand ce jour viendrait, je détruirais leur vie jusqu'aux fondations. Si vous comprenez la douleur que Marshall a traversée et que vous voulez voir comment il construit son empire pour sa vengeance ultime, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à. N'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous avec le nom de la ville où vous vivez. Chaque commentaire aide cette vidéo à toucher plus de personnes qui ont besoin d'entendre cette histoire. Merci beaucoup pour votre soutien. 4 ans. C'est le temps qu'il a fallu pour transformer un père brisé et en deuil en un homme entièrement fait de fer et de calculs froids. Je ne suis pas allé en thérapie. Je n'ai pas rejoint de groupe de soutien. J'ai pris chaque once de rage, chaque lambeau de chagrin angoissant pour la mort de Bennett, et je l'ai transformé en arme. J'ai travaillé comme une machine. J'ai cessé d'être Marshall, le père fatigué, et je suis devenu une force implacable de la nature. Je travaillais 18 heures par jour. J'ai accepté tous les contrats de CVC commercial sales, dangereux et épuisants que personne d'autre ne voulait dans la région des 3 États. J'ai rampé dans des plafonds revêtus d'amiante, escaladé des toits gelés en plein hiver, et respiré du fréon et de la poussière jusqu'à ce que mes poumons me brûlent. J'ai économisé chaque centime. Je vivais dans un horrible petit appartement qui sentait le moisi, mangeant des haricots en conserve et du riz, réinvestissant chaque dollar dans ma nouvelle entreprise de construction. Ma percée est survenue la 2e année. J'ai reçu un appel pour une réparation d'urgence dans un immense complexe immobilier commercial. Tout le système de refroidissement était tombé en panne au milieu d'une vague de chaleur en juillet. Le propriétaire était un homme nommé Kendrick, un avocat d'affaires impitoyable et brillant, et un investisseur immobilier commercial. 3 autres entreprises lui avaient dit qu'il faudrait des semaines pour trouver les pièces. Je suis resté éveillé pendant 48 heures d'affilée, j'ai modernisé le système existant et j'ai refroidi ces bâtiments avant que ces locataires de premier plan ne puissent rompre leur baux. Kendrick ne s'est pas contenté de payer ma facture. Il a vu quelque chose en moi. Il a vu un gars qui avait faim, qui était désespéré, et qui était complètement immunisé contre l'échec. Kendrick a commencé à me confier d'énormes contrats commerciaux. À la 3e année, ma petite entreprise de CVC comptait 70 employés. À la 4e année, un conglomérat national a acheté une participation de 60% dans mon entreprise. D'un seul coup, le gars qui avait dû mendier pour la vie de son fils est devenu multimillionnaire. J'ai acheté un terrain tranquille à la campagne. Je portais les mêmes bottes, je conduisais un camion sympa mais discret, et je gardais ma vie entièrement privée. Mais je n'ai jamais cessé de les surveiller. Grâce aux archives publiques, aux réseaux sociaux et à un détective privé que j'ai engagé par l'intermédiaire du cabinet de Kendrick, j'ai gardé un œil sur mes parents et mon frère. J'ai vu Preston acheter des voitures de sport coûteuses, prendre des vacances de luxe aux Maldives, et organiser des fêtes grandioses dans sa villa d'1,2 million de dollars. J'ai vu mes parents parader dans leur country club, se vantant de leur fils cadre si brillant. Ils avaient l'air si heureux,
si complètement indifférents au fait qu'ils avaient un petit-fils pourrissant dans une boîte en pain bon marché. Mais le karma est une chose étrange. Parfois, il prend son temps, et parfois, il a besoin d'un petit coup de pouce de la stupidité absolue. L'effondrement a commencé avec Preston. Mon frère en or, le brillant directeur des ventes, pensait être plus malin que le marché. Il a convaincu mon père, le directeur de banque à la retraite, d'investir massivement ses fonds de retraite restants dans un montage de crypto-monnaies offshore géré par un de ses frères de fraternité. Lorsque le marché de la crypto s'est effondré, le montage s'est révélé être une énorme fraude de Ponzi. Mon père a tout perdu. Chaque centime du bas de laine qu'il avait refusé de toucher pour les soins médicaux de Bennett s'est volatilisé. Mais la situation a empiré. Pour maintenir son style de vie somptueux et les mensualités de sa villa, Preston a commencé à s'endetter jusqu'au cou. Il a supplié mes parents de l'aider. Et qu'ont fait mes parents? Poussés par leur obsession aveugle de protéger l'image de leur enfant prodige, ils ont contracté une énorme deuxième hypothèque sur leur propre maison, la maison où j'ai grandi, pour le renflouer. Preston a pris leur argent, l'a jeté sur ses dettes de cartes de crédit croissantes, et a continué à vivre comme un roi. Lorsque les échéances de la deuxième hypothèque sont arrivées, mes parents n'avaient aucun revenu. Ils ont demandé à Preston de vendre sa villa, de réduire son train de vie et de les rembourser pour ne pas perdre leur maison. Preston a refusé. Il leur a dit que vendre sa maison ruinerait sa réputation dans le monde de l'entreprise. Il les a abandonnés. La banque a engagé une procédure de saisie. Mes parents étaient au bord de la ruine financière totale, sur le point d'être jetés à la rue. Et puis, comme une règle ridicule de la nature, les personnes qui vous ont un jour piétiné dans la boue sont toujours les premières à ramper jusqu'à votre porte quand elles n'ont plus rien. La réceptionniste de mon bureau d'entreprise a fait sonner mon téléphone un mardi après-midi pluvieux. « Monsieur Marshall », dit-elle, semblant légèrement confuse. « Il y a un couple de personnes âgées dans le hall. Ils disent être vos parents. Ils n'ont pas de rendez-vous, mais ils insistent sur le fait que c'est une urgence absolue. » Je me suis penché en arrière dans mon lourd fauteuil de bureau en cuir et j'ai regardé par les fenêtres panoramiques donnant sur la ville. Un sourire lent et froid s'est dessiné sur mon visage. « Faites-les monter, ai-je dit. » Quelques minutes plus tard, les lourdes portes en verre de mon bureau se sont ouvertes. Douglas et Valérie sont entrés. Ils se sont arrêtés net, les yeux écarquillés en découvrant le vaste bureau de style industriel chic. Ils ont regardé le bureau en acajou, l'art moderne sur les murs, et l'ampleur de l'opération que j'avais bâtie. Puis ils m'ont regardé. Je portais un costume sombre sur mesure, une montre en platine au poignet. Je ne ressemblais pas aux mécaniciens graisseux et épuisés qu'ils avaient chassés de leur vie il y a 4 ans. Ils avaient l'air terribles. Mon père avait vieilli de 10 ans. Sa posture était voûtée, son visage marqué par un stress profond, son costume bon marché flottant sur sa silhouette. Ma mère avait l'air frêle, serrant un sac à main en cuir usé. Les mèches coûteuses de ses cheveux étaient délavées et avaient repoussé en un gris terne. « Marshall », a soufflé ma mère, sa voix tremblante. « Oh mon Dieu, regarde tout ça. C'est toi qui as fait ça. » Je ne me suis pas levé. Je ne leur ai pas offert de siège. « Que voulez-vous » ai-je demandé, ma voix complètement plate. Mon père s'est avancé, s'éclaircissant la gorge, essayant de retrouver l'ancienne autorité qu'il avait sur moi. Ça n'a pas marché. Marshall, nous devons parler en famille. Nous sommes dans une situation terrible. Je suis resté silencieux, laissant le calme de la pièce les écraser. Nous avons fait de mauvais investissements, a poursuivi mon père, transpirant légèrement sous la climatisation fraîche. Preston a eu des ennuis. Nous avons essayé de l'aider. Nous avons mis notre maison en garantie pour un prêt. Et maintenant, la banque procède à la saisie. Nous avons 30 jours avant que le shérif ne vienne nous mettre à la porte. Nous n'avons nulle part où aller. C'est regrettable, ai-je dit, me penchant en avant et joignant mes doigts. Avez-vous demandé de l'aide à Preston? Il a une villa d'1,2 million de dollars, après tout. Où avait-il besoin d'acheter plus de tapis persans? Ma mère a tressailli comme si je l'avais giflé. Preston ne peut pas nous aider, a-t-elle murmuré, les larmes montant à ses yeux. Il est en difficulté aussi. Il dit qu'il ne peut pas liquider ses actifs. Marshall, tu es notre fils. Nous sommes une famille. Nous voyons à quel point tu as réussi maintenant.
Nous t'en supplions. S'il te plaît. Combien? Ai-je demandé. Mon père a dégluti difficilement. L'espoir a brillé dans ses yeux désespérés et fatigués. Exactement 150 000 $. Cela couvrirait le défaut de paiement, réglerait les pénalités et sauverait la maison. Nous te rembourserons. Nous mettrons en place un plan de paiement. 150 000 $. L'univers a un sens de l'humour poétique et tordu. Ils étaient assis dans mon bureau, suppliant pour la valeur numérique exacte de la vie de mon fils mort afin de sauver quelques cloisons sèches et des bardeaux. Je les ai regardés. J'ai laissé le silence s'étirer pendant 60 secondes complètes. Je les ai regardés se tortiller. J'ai vu la sueur perler sur le front de mon père. 150 000 $, ai-je répété lentement, laissant les chiffres flotter dans l'air. C'est un chiffre très intéressant. C'est beaucoup d'argent à jeter dans un pari. Je dois être réaliste à ce sujet. Je dois protéger mon bas de laine, vous savez. Mon père a fermé les yeux de honte, reconnaissant ses propres mots lui être renvoyés comme du poison. Marshall, s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous avons eu tort. Nous avons eu tellement tort. Je me suis levé, boutonnant ma veste de costume. Je vais y réfléchir, ai-je dit froidement. Vraiment? A haleté ma mère en s'essuyant les yeux. Oh, merci, Marshall. Merci. Quand le saurons-nous? Donnez-moi 2 semaines, ai-je dit. Je vous contacterai. N'appelez plus mon bureau. Ils se sont pratiquement inclinés en sortant de la pièce, pleurant des larmes de soulagement. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient que le fils riche et prospère allait les renflouer et qu'ils pourraient reprendre leur vie comme si de rien n'était. Dès que les portes se sont fermées, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Kendrick. J'avais besoin qu'il rassemble tous les documents juridiques, tous les titres de propriété et tous les avis de saisie liés au nom de mes parents. Ils pensaient que j'allais leur montrer de la pitié, mais la seule chose que je leur préparais était une exécution. Les 2 semaines d'attente furent une torture psychologique calculée. Je savais qu'ils étaient assis dans leur maison sombre et vide, sursautant à chaque notification de téléphone, terrifiés par l'avis d'expulsion du shérif, attendant ma grâce salvatrice. Au lieu que ce soit moi qui les appelle, c'est tante Belinda qui m'a appelé. Les sbires étaient de sortie. Marshall, a crié tante Belinda au téléphone, semblant profondément offensée. Ta mère m'a dit que tu les faisais attendre pour l'argent. Es-tu devenu fou? Tu es millionnaire maintenant. Tes parents sont sur le point d'être sans abri, et tu joues à des jeux avec eux. Tu dois faire ce chèque aujourd'hui. La famille, c'est la famille, Marshall. Tu ne peux pas t'accrocher au passé pour toujours. Je l'ai laissé divaguer pendant 5 minutes ininterrompues. Quand elle a fait une pause pour respirer, j'ai parlé. Belinda, ai-je dit calmement. Assure-toi de vérifier tes emails vendredi prochain. Tu voudras voir ça. Puis j'ai raccroché et bloqué son numéro. J'ai passé ces 2 semaines à compiler le dossier de preuves le plus dévastateur qu'une famille ait jamais vu. Les enquêteurs privés de Kendrick avaient fait un travail spectaculaire. J'avais les relevés de virements bancaires montrant la date exacte à laquelle mes parents avaient viré 600 000 $ sur le compte séquestre de Preston. J'avais les reçus de la pendaison de crémaillère de Preston, qui totalisait plus de 40 000 $ pour le traiteur et le voiturier seul. Et juste à côté de ces documents, j'ai placé les factures médicales de Bennett. J'ai imprimé les dossiers de soins palliatifs de l'hôpital. J'ai imprimé le reçu de son cercueil en pain bon marché, payé avec de l'argent emprunté. Le jeudi, exactement un jour avant leur échéance bancaire, j'ai envoyé un SMS à mon père. Soyez au cabinet d'avocat Kendrick Associates, Centre-Ville, à 10 h demain matin. Amenez Preston. Si Preston n'est pas là, l'accord est complètement annulé. Le lendemain matin, je suis entré dans la salle de conférence haut de gamme au lambris d'acajou du cabinet d'avocat de Kendrick. Je portais un costume sombre et un porte-documents en cuir élégant. La pièce sentait le café cher et le cuir. Mes parents étaient déjà assis à la longue table de conférence, l'air terrifié et petit. Preston était assis à côté d'eux, tripotant sa montre coûteuse. Il avait l'air agacé, comme s'il nous faisait à tous une immense faveur en se présentant. Il ne m'a pas regardé. Il fixait juste son téléphone. Eh bien, a dit Preston, brisant le silence alors que je posais mon porte-documents sur la table.
Content de voir que tu as grimpé dans le monde, Marshall. On peut en finir? J'ai un départ de golf à midi. J'ai regardé mon frère, l'homme qui m'avait demandé de retarder les funérailles de mon fils pour pouvoir servir du caviar à ses clients. L'homme qui avait vidé la retraite de mes parents et les avait ensuite jetés au loup. J'ai ouvert les verrous de mon porte-documents. Les clics métalliques et secs ont résonné bruyamment dans la pièce silencieuse. Je me suis dirigé vers les lourdes portes en chêne de la salle de conférence et j'ai fermement verrouillé le pen dormant. Je me suis retourné et j'ai fait face à ma famille. L'air dans la pièce est soudainement devenu glacial. Personne ne joue au golf aujourd'hui, Preston, ai-je dit, ma voix dangereusement basse. Je suis retourné à la table et j'ai sorti un épais dossier relié en cuir. Je l'ai claqué sur la table en verre, directement devant mon père. Le bruit sec les a tous les trois fait sursauter sur leurs chaises. Nous ne sommes pas ici pour négocier, ai-je dit, fixant directement les yeux terrifiés de mon père. Nous sommes ici pour la vérité, et nous ne quitterons pas cette pièce tant que chaque mensonge que vous vous êtes raconté pendant les 4 dernières années n'aura pas été traîné au grand jour. Si vous êtes toujours là et prêt à voir Marshall rendre une justice ultime à sa famille toxique, laissez un commentaire disant « Je suis là ». C'est notre code secret pour les vrais fans qui sont arrivés jusqu'ici. Je mettrai un cœur et répondrai à chaque commentaire avec les mots « Je suis là ». Merci d'avoir regardé et passons à la grande finale. Mon père s'est éclairci la gorge, essayant de maintenir une once de dignité. Marshall, cette agressivité n'est pas nécessaire. Nous sommes ici pour accepter ton prêt. Nous pouvons signer les papiers tout de suite. J'ai ouvert le dossier. Je n'ai pas sorti un accord de prêt. J'ai sorti une grande photographie en haute résolution. C'était une photo de Bennett prise 3 jours avant sa mort. Il était branché à 5 machines différentes, son visage creusé, ses yeux fermés de douleur. J'ai fait glisser la photo sur la table en verre lisse jusqu'à ce qu'elle s'arrête directement sous le nez de ma mère. « Regarde là », ai-je ordonné. Ma mère a laissé échapper un hoquet étranglé et a couvert sa bouche de ses mains tremblantes. Elle a essayé de détourner le regard. J'ai dit « Regarde-le ». Ai-je rugi, ma voix résonnant contre les murs de verre. Mon poing s'est abattu sur la table, faisant trembler les verres d'eau. Elle a violemment tressailli et a fixé la photo, des larmes coulant immédiatement sur ses joues. J'ai sorti le document suivant. C'était la confirmation du virement bancaire. Je l'ai glissé à côté de la photo de Bennett. « Papa », ai-je dit, ma voix retombant à un calme glacial et mortel. Lis le chiffre surligné en jaune sur cette page. Lis-le à voix haute. Mon père tremblait. Son visage était devenu complètement pâle, réalisant exactement ce que j'avais apporté à cette réunion. « Marshall, s'il te plaît. Lis-le, ai-je murmuré. Ou je sors par cette porte tout de suite, et vous pourrez faire vos valises pour le refuge pour sans-abri. » Il a dégluti difficilement, ramassant le papier avec des doigts tremblants. 600 000 $, a-t-il croassé. Et quelle est la date de ce virement? Ai-je demandé. Le 18 mai, a-t-il répondu, sa voix à peine audible. Le 18 mai, ai-je répété. 3 jours après m'avoir dit que vous ne pouviez pas vous permettre de me prêter 150 000 $ pour sauver l'enfant sur cette photo. 3 jours après m'avoir dit d'être réaliste, vous avez donné plus d'un demi-million de dollars en espèces. Preston s'est agité inconfortablement. Écoute, Marshall, c'était une tragédie, d'accord? Mais tu ne peux pas leur reprocher d'avoir investi dans mon avenir. J'avais besoin de la maison pour ma carrière. J'ai tourné toute ma fureur vers Preston. Investir dans ton avenir? Ai-je sorti les documents de la 2e hypothèque? Tu veux dire l'avenir où tu as escroqué tes propres parents pour qu'ils mettent leur maison en jeu pour ta start-up en faillite? L'avenir où tu as refusé de vendre ta précieuse villa pour les sauver de la rue? Mon père a regardé Preston, la trahison brillant dans ses yeux. Preston, tu nous avais dit que la start-up était un retour sur investissement garanti. Tu avais promis que tu rembourserais l'hypothèque en 6 mois. Preston a levé les yeux au ciel, abandonnant complètement son jeu d'acteur. Oh, s'il vous plaît. C'est vous qui avez choisi de signer les papiers. Je ne vous ai pas mis un pistolet sur la tempe. Vous vouliez jouer les grands investisseurs. Ce n'est pas ma faute si le marché a changé. N'essayez pas de me faire porter le chapeau pour vos stupides décisions financières. Ma mère a haleté,
fixant son enfant prodige avec une horreur absolue. Preston, comment peux-tu dire ça? Nous t'avons tout donné. Nous t'avons donné les économies de toute une vie. Ouais, et vous les avez données volontairement parce que vous aimiez vous vanter au country club, a répliqué Preston, montrant sa véritable nature monstrueuse. La pièce est tombée dans un silence de mort. La réalité de ce qu'ils avaient fait s'est finalement abattue sur mes parents. Ils avaient sacrifié leur petit-fils innocent et mourant pour un homme qui se fichait qu'il meure dans le caniveau. Ils avaient choisi la vanité plutôt qu'une vie humaine, et leur vanité venait de leur cracher au visage. Mon père a enfoui son visage dans ses mains, ses épaules secouées par de lourds sanglots silencieux. Ma mère était assise, figée, fixant Preston comme si elle regardait un étranger. L'illusion dorée était brisée en 1 million de morceaux. Je les ai regardés s'effondrer. Je n'ai pas ressenti de pitié. J'ai ressenti la satisfaction pure et sans mélange d'une justice absolue. Mais je n'avais pas fini. Le piège s'était refermé, mais la cage n'était pas encore verrouillée. J'ai glissé la main dans la poche intérieure de ma veste de costume et j'en ai sorti un chèque de banque. Je l'ai posé sur la table. Il était libellé au nom de mes parents pour exactement 150 000 $. La tête de mon père s'est relevée d'un coup, ses yeux fixés sur le morceau de papier comme un homme affamé regardant un festin. Il a tendu la main pour le prendre. Avant que ses doigts ne puissent toucher le papier, j'ai claqué ma main sur le chèque. Pas si vite, ai-je dit doucement. Je vous ai dit que j'apporterais l'argent. Mais ce n'est pas un prêt. C'est un rachat. J'ai sorti un document juridique du dossier et je l'ai placé sur le chèque. Il était lourdement tamponné et notarié. C'est un accord de non-contact, ai-je expliqué, regardant tour à tour ma mère en larmes et mon père brisé. Si vous prenez ce chèque, vous signez ce document. En le signant, vous acceptez légalement que vous n'avez pas de fils nommé Marshall. Vous acceptez de ne jamais m'appeler, m'envoyer de SMS, de mails, ou de m'approcher en public. Vous acceptez de rester à au moins 1,5 km de ma maison et de mon entreprise pour le reste de votre vie. Si vous violez cet accord, mes avocats vous poursuivront pour le montant total du chèque, plus des dommages et intérêts pour préjudice moral, et nous prendrons les misérables actifs qu'il vous reste. Ma mère a laissé échapper un gémissement. Marshall, non. Tu es notre bébé. Tu es notre famille. Nous ne pouvons pas simplement t'effacer. Nous avons fait une erreur. S'il te plaît, pardonne-nous. Famille? Ai-je craché le mot comme une malédiction? La famille ne laisse pas son petit-fils suffoquer jusqu'à la mort en choisissant des couleurs de peinture pour une villa. La famille ne se plaint pas du prix des tapis persans pendant qu'un garçon de 7 ans crache du sang. Vous nous avez échangés, Bennett et moi, il y a 4 ans. Je ne fais qu'officialiser la paperasse. Preston s'est penché en avant, les yeux fixés sur le chèque. Et, si tu jettes de l'argent par les fenêtres, mon entreprise pourrait bien avoir besoin d'une injection de liquidité en ce moment. Je veux dire, on est frères, non? J'ai regardé Preston avec un dégoût si intense qu'il s'est réellement reculé sur sa chaise. J'ai regardé la porte. Dehors, ai-je grondé. Quoi? C'est moqué Preston. Sors de cette pièce avant que la sécurité de Kendrick ne te traîne dehors par tes cheveux coûteux. Ai-je rugi. Tu n'auras rien. Tu perdras ta villa. Tu perdras tes faux amis. Et tu mourras fauché et misérable. Dehors. Preston s'est levé, le visage rouge de colère. Tu es fou, Marshall. Tu es un perdant psychotique et amer. Il est sorti en trombe de la salle de conférence, claquant la lourde porte derrière lui. Je me suis retourné vers mes parents. Ils étaient complètement brisés. L'enfant prodige les avait abandonnés, et leur fils invisible leur offrait une bouée de sauvetage enveloppée de barbelés. J'ai une dernière condition avant que vous ne signiez, ai-je dit, tapotant le stylo sur la table. Vous devez le dire à voix haute. Tous les deux. Dire quoi? A croassé mon père, des larmes coulant sur son visage ridé. Dire exactement ce que vous avez fait, ai-je exigé. Je veux entendre les mots sortir de vos bouches. Ma mère a secoué la tête, sanglotant de manière incontrôlable. S'il te plaît, Marshall, ne nous fais pas faire ça. Dites-le. J'ai de nouveau claqué ma main sur la table. Ou je déchire ce chèque en 1000 morceaux tout de suite. Mon père a attrapé le stylo. Sa main tremblait si fort qu'il pouvait à peine le tenir.
Il a regardé la photo de Bennett, puis m'a regardé. Son esprit était complètement anéanti. Nous, a-t-il étouffé, cherchant son souffle. Nous avons choisi d'acheter une villa pour Preston au lieu de sauver la vie de Bennett. Ma mère s'est effondrée contre la table, enfouissant son visage dans ses bras. Nous l'avons fait. A-t-elle gémi. Nous l'avons laissé mourir. Nous avons acheté une maison et nous avons laissé notre bébé mourir. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. Ils ont signé les papiers. Leur signature était déchiquetée et brouillonne à cause de leurs mains tremblantes. J'ai fait glisser l'accord de non-contact vers moi et j'ai poussé le chèque vers eux. Mon père a pris le chèque, le pliant avec des doigts tremblants, refusant de me regarder dans les yeux. « Sortez de ma vue », ai-je murmuré. « Et ne regardez jamais en arrière. » Ils se sont levés, s'appuyant l'un sur l'autre comme deux personnes frêles et mourantes, et sont sortis lentement de la pièce. La porte s'est refermée derrière eux. La transaction était terminée, mais ma vengeance ne l'était pas. Je suis resté seul dans la salle de conférence pendant un long moment. J'ai regardé l'accord de non-contact signé. J'ai regardé la photographie de Bennett. Le poids écrasant qui pesait sur ma poitrine depuis 4 ans semblait plus léger, mais la colère brûlait toujours. Leur donner l'argent les a sauvés de la rue, mais je n'allais jamais les laisser sauver leur réputation. J'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté à ma messagerie. J'avais rédigé un message il y a 2 semaines. La liste des destinataires comprenait l'oncle Warren, la tante Belinda, tous les cousins, toutes les tantes et tous les oncles de la famille élargie. Elle comprenait le pasteur principal de l'église de mes parents, le président de leur country club, et tous les anciens collègues de banque avec qui mon père avait jamais travaillé. J'ai joint les relevés de virements bancaires pour les 600 000 $. J'ai joint les reçus du traiteur pour la pendaison de crémaillère de Preston. J'ai joint les formulaires de refus médical de Bennett et la facture des pompes funèbres. Et enfin, j'ai joint l'accord de non-contact signé. L'objet était simple, la vérité sur la mort de Bennett. J'ai cliqué sur « Envoyer ». Les retombées ont été nucléaires. En 48 heures, la vie sociale de mes parents a été entièrement anéantie. Tante Belinda, la femme qui avait exigé que je leur pardonne, les a appelés en hurlant, les traitant de monstres, et a complètement rompu les liens avec sa sœur. Le country club leur a tranquillement demandé de démissionner. Quand ils allaient à l'épicerie de leur ville, d'anciens amis tournaient leur caddie pour éviter de les regarder. La vie de Preston a implosé peu de temps après. Lorsque la réalité de sa ruine financière est devenue publique, sa femme, Mallory, a réalisé que l'argent avait disparu. Elle a demandé le divorce, obtenant la garde exclusive de leurs enfants et les actifs restants. La banque a saisi sa villa d'1,2 million de $. Il a été contraint de déménager dans un appartement de location bon marché, buvant beaucoup, complètement isolé. Mes parents ont gardé leur maison, mais c'est devenu une tombe. Ils vivaient entre ces murs, entièrement seuls, méprisés par leur famille, rejetés par leur communauté, hantés par le fantôme d'un garçon de 7 ans et la réalité de l'enfant prodige qui les a détruits. Quant à moi, je suis allé au cimetière ce dimanche après-midi. Le soleil brillait pour la première fois depuis des semaines. J'ai traversé l'herbe verte et me suis agenouillé à côté de la pierre tombale de Bennett. J'avais remplacé la croix en bois bon marché par une belle et lourde plaque de marbre noir il y a longtemps. J'ai sorti de ma poche un petit dinosaure en jouet, un stégosaure, son préféré. Je l'ai posé délicatement sur le marbre. Je suis resté assis là pendant des heures à lui parler. Je lui ai parlé de l'entreprise. Je lui ai parlé de Kendrick. Mais surtout, je lui ai dit que j'avais enfin réparé la seule chose dans ma vie qui était brisée au-delà de toute réparation. La dette était payée. La balance était équilibrée. Je me suis levé, prenant une profonde bouffée d'air frais de l'après-midi. La froideur qui avait gelé mon cœur pendant 4 ans a finalement commencé à fondre. Je suis retourné à mon camion, sachant que pour la première fois depuis le jour de sa mort, j'étais vraiment, complètement en paix. Certaines personnes pourraient regarder ce que j'ai fait et me traiter de monstre. Elles pourraient dire que j'ai été trop cruel, trop vindicatif, et que piéger mes propres parents dans une confession avant de ruiner leur vie publique, c'était franchir une ligne. Elles pourraient dire que le vrai pardon, c'est de donner sans condition. Mais je les ai simplement forcés à vivre dans la réalité qu'ils ont créée. Quand la famille est traitée comme une transaction commerciale, on ne peut pas pleurer quand quelqu'un vient enfin réclamer sa dette. Qu'en pensez-vous ?
Suis-je allé trop loin en exposant leurs secrets au monde entier? Ou méritaient-ils chaque once de l'isolement dans lequel ils vivent maintenant? Merci beaucoup d'avoir regardé cette histoire sur. Si vous êtes d'accord que Marshall a bien fait de tenir sa famille toxique pour responsable, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires incroyables de justice et de vengeance. Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre de votre famille toxique? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Restez forts, restez silencieux, et je vous dis à la prochaine.